Biomoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Bonjour à ceux qui nous rejoignent et merci à tous ceux qui sont restés avec nous pour écouter parler investissement, placement et argent. On va vous parler aujourd'hui du prêt à taux zéro qui change au 1er avril prochain et je reçois Anne-Laure Frischler-Jacobson, fondatrice d'Evest, plateforme d'investissement. Elle va nous dire quel rapport les femmes entretiennent-elles avec l'argent et Olivier Maltès, notre expert en marché financier qui fermera notre rendez-vous dominical en nous parlant de l'euro numérique. Il va nous expliquer ce que c'est et en quoi cela consiste. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Et je vous propose aujourd'hui de vous parler des modifications qui vont être apportées au prêt à taux zéro au 1er avril. Mais avant cela, rappelons ce qu'est le prêt à taux zéro. C'est un prêt immobilier accordé par l'État français pour aider les ménages primo-accédants à acheter leur première résidence principale. Il permet de ne pas payer d'intérêts ni de frais de dossier, ce qui permet d'ailleurs de réduire le coût du financement. Ce prêt est soumis à conditions de ressources avec des plafonds qui varient selon la localisation du bien et la composition du foyer. Il ne finance qu'une partie du projet immobilier et doit être obligatoirement accompagné par un autre prêt bancaire. Concrètement, à compter du 1er avril prochain, le fameux PTZ, le prêt à taux zéro, évolue pour soutenir plus largement l'achat de logements neufs. Désormais, il sera accessible aux foyers souhaitant acquérir un appartement dans un immeuble collectif ou une maison individuelle, quelle que soit la région géographique du bien. Cette réforme est mise en place jusqu'à fin 2027. Mais il y a d'autres évolutions notables concernant les bénéficiaires du PTZ, car les conditions d'éligibilité vont être réajustées pour mieux cibler les classes moyennes. Le plafond de ressources sera relevé pour permettre à un plus grand nombre de ménages d'y accéder, notamment dans les zones où la pression immobilière est forte. Par ailleurs, la part financée par le PTZ pourra aller jusqu'à 50% du montant total du bien, contre 40% auparavant pour les ménages les plus modeste. Cette mesure vise à réduire le besoin d'apport personnel et à favoriser l'accession à la propriété, en particulier pour les familles qui peinent à obtenir un crédit. Enfin, les logements anciens avec travaux restent éligibles, mais uniquement dans certaines zones rurales avec des critères plus stricts concernant la nature des rénovations à réaliser. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente. Sud Radio, Osez investir, l'invité. Et nous sommes avec Anne-Laure Frischler-Jacobson, fondatrice d'Evest, une plateforme d'investissement dédiée à l'autonomisation financière des femmes. Bonjour à vous. Bonjour. Vous avez fait beaucoup d'interviews de femmes pour mieux cerner leur rapport à l'argent. Comment pourriez-vous décrire justement cette position actuelle pour les femmes face à cet argent? Est-ce un sujet sensible pour elles? Et oui, c'est un sujet qui est très sensible. Déjà en France, en règle générale, il y a une vulnérabilité par rapport à l'argent, une sensibilité. Mais les femmes en particulier ont ce sentiment d'angoisse vis-à-vis de l'argent et d'illégitimité. Elles ne se sentent pas légitimes lorsqu'il faut parler des sujets financiers et ça se voit justement dans le taux d'épargne, dans le taux d'investissement. Et dans cette prise finalement de contrôle de leurs finances, que ce soit de la finance personnelle jusqu'à l'investissement, on voit une sous-représentation de la part des femmes. Alors on va regarder dans le détail. Il y a une étude qui est sortie par l'Institut Viavox de janvier 2025, donc toute récente, sur le rapport des femmes à l'argent. Et c'est vrai que l'argent est davantage synonyme d'angoisse donc pour les femmes et de liberté pour les hommes. Qu'est-ce qui explique cette perception? Les hommes sont très différents sur ce rapport? C'est l'usage. Déjà, tout d'abord, peut-être le contexte. Les femmes sont en situation de vulnérabilité de leurs finances. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles ont un écart salarial inférieur à celui des hommes, qui est de l'ordre de 15%, donc une capacité d'épargne qui est moindre. Et elles sont plus sensibles donc à des carrières qui peuvent être hachées, donc à une précarité. D'accord? Donc l'argent est vraiment synonyme d'angoisse pour elles, parce que souvent elles en manquent. Ça, c'est une réalité. Donc c'est le quotidien qui détermine beaucoup leur rapport aux choses. Le quotidien, mais là aussi, c'est pas simplement ça, c'est aussi la perception. C'est-à-dire que à revenu égal, on va retrouver le sentiment d'angoisse chez la femme, et là on rentre sur quelque chose qui est beaucoup plus socio-culturel, qui est la culture finalement de l'argent et de cette utilité d'usage. Dans les bonnes familles, juste, il faut savoir que on ne parlait pas d'argent.
D'accord ? Alors, je vais compléter votre propos parce que 59% des femmes de 25 à 34 ans, donc je dirais à cette nouvelle génération qui arrive aussi entre autres sur le marché du travail ou qui a déjà commencé, déclarent bien gérer leur argent contre 79% pour les hommes. Donc on est dans la même veine, mais même pour les jeunes générations. Alors, pour les jeunes générations, il y a quand même un mieux. C'est une amélioration ? Il y a une amélioration, puisqu'on voit d'ailleurs les jeunes femmes, il y a eu une hausse de plus de 35% de leur investissement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours ce sentiment d'imposture que l'on retrouve beaucoup chez la femme en règle générale, et encore plus dans ce qui est question d'argent. Vous basez beaucoup de choses sur ce syndrome de l'imposteur, hein, effectivement. Exactement. Vous pensez que c'est vraiment le fond du sujet ? Tout au moins, ça en fait partie. Je pense que c'est un sujet qui est vraiment socio-culturel. On est dans une culture qui est très patriarcale. Il faut savoir qu'en France, plus que dans d'autres pays, on va retrouver ce sentiment d'illégitimité encore de la femme à gérer ses finances plus que dans d'autres pays. Donc, et ça, c'est très vrai pour les cultures latines. Ce qui n'est pas du tout le cas sur d'autres pays, et notamment par exemple en Inde ou en Chine, où c'est la femme qui prend le contrôle de ses finances. Donc il y a vraiment quelque chose qui est socio-culturel. Alors restons en France, si vous le permettez, justement. Les femmes parlent beaucoup moins de patrimoine, ça contribue au propos que vous teniez, de crédit et d'épargne que les hommes. Elles sont dans une gestion du quotidien, là où les hommes sont forcément sur du long terme. Il y a une répartition des rôles, on peut le dire ainsi ? Oui, alors ces études montraient quand même aujourd'hui encore que la femme est vraiment dans la gestion des dépenses quotidiennes, plus que les hommes. Et bon, ça crée aussi d'autres problématiques, parce que souvent les femmes investissent leur propre argent dans la gestion des dépenses et non pas dans l'investissement, et ça renforce les inégalités patrimoniales. Mais c'est cette charge en fait du rapport à l'argent dans le quotidien, dans l'éducation des enfants, dans des projets, et cette raison d'utilité. Là où l'homme va voir finalement une croissance personnelle vis-à-vis de son patrimoine, la femme y associe beaucoup une utilité d'usage. Alors vous êtes parti de tous ces constats pour mettre en place justement au sein de votre société Vest un accompagnement pour les femmes face à l'investissement, on est bien d'accord ? Oui, parce que malheureusement le fait de ne pas investir a vraiment des conséquences qui peuvent être lourdes. Je rappelle que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, donc ont 6 ans de plus de durée de vie. Et ne serait-ce que pour combler ce déficit par rapport à l'homme, elles doivent épargner 200 € de plus par mois pendant 25 ans, juste pour arriver au niveau égal. Donc, avec cette problématique finalement d'inégalité patrimoniale et ces carrières hachées, elles doivent redoubler d'efforts malheureusement dans leur épargne et dans leur investissement et dans l'utilité de cet investissement. Alors on est d'accord que ce n'est pas des produits d'épargne particuliers, c'est juste une pédagogie particulière en revanche où il faut leur faire comprendre aux femmes qu'il faut qu'elles épargnent plus, du coup c'est ce que vous venez de nous expliquer, et donc qu'elles aient un rapport à l'argent un peu différent du coup. Il y a beaucoup cette problématique de risque. Les femmes ont une aversion du risque qui est très très forte, donc elles ont tendance à mettre leur épargne sur du livret A par exemple, sur des choses très classiques mais disponibles. Et disponibles, qui malheureusement avec la hausse de l'inflation sur le temps ne compense pas finalement ce déficit de baisse de revenus pour arriver à... Donc l'idée c'est vraiment de les apprendre, de les accompagner à prendre un petit peu plus de risques, peut-être progressivement. Alors vous parliez ici, on fait des produits qui permettent justement de relier finalement cette approche de risque très conservateur tout en boostant progressivement vers les marchés financiers qui résonnent finalement à leur approche à la fois très très averse et de volonté finalement de booster leur investissement. Eh ben on suivra ça dans les semaines et les mois à venir et pour voir si le rapport de la femme et de l'argent évolue dans le bon sens. Merci à vous Anne-Laure Frischlander-Jacobson d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et bien je rappelle que vous êtes la fondatrice d'Evest, plateforme d'investissement. Sud Radio, Osez investir. Le coin de l'expert. Et nous sommes avec Olivier Maltès, notre expert en marché financier qui enseigne la finance à Paris-Dauphine. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas. Olivier, en cette fin mars, je m'attendais à ce que vous nous parliez de la défense, de la souveraineté ou du plan de relance de l'infrastructure de l'Allemagne afin de donner un prolongement à nos dernières chroniques, car c'est l'actualité quand même du moment.
Mais finalement, vous avez souhaité évoquer l'euro numérique. Pour quelle raison? Parce que c'est lié, mon cher Thomas. Le projet de l'euro numérique date de 2019 et il consiste à avoir accès de manière numérique à l'euro pour effectuer ses achats en complément de ses billets de banque ou de ses pièces. Mais ça ressemble beaucoup à de la dématérialisation déjà proposée par ma carte bancaire, en fait. Ouais, tout à fait, sauf que grâce à qui faites-vous vos achats du quotidien? Visa, Mastercard, American Express, Apple Play, Google Play, PayPal, que des acteurs américains avec des informations qui transitent par des serveurs américains. D'où le lien avec les questions de souveraineté que vous souleviez. Oui, que se passerait-il si les États-Unis ralentissaient les process de paiement ou décidaient de les suspendre tout simplement? On doit bien se l'avouer, depuis 2019, le projet de cet euro numérique patine un peu et est très peu connu du grand public. Eh bien, il a été remis sur le devant de la scène par Philip Lane, économiste en chef de la BCE, qui soulève le risque de dépendance aux États-Unis. L'euro numérique pourrait être une manière de sécuriser ses paiements et donc de s'affranchir de la dépendance américaine. Et vous y croyez vraiment à cet euro numérique par rapport au Bitcoin, par exemple? La concurrence est forte quand même. Le projet est un peu différent, mais ce que je trouve intéressant, c'est que cet euro numérique n'emballait pas les foules, mais qu'avec le besoin nouveau de souveraineté, la Banque Centrale Européenne va essayer de faire accélérer le projet. La souveraineté, ce n'est pas que la défense. À côté des thèmes évidents qui ont déjà beaucoup progressé en bourse ces derniers temps, d'autres thèmes liés à la souveraineté ne sont pas forcément encore mis en avant et pourraient retrouver de l'intérêt. Merci Olivier. Osez investir, c'est terminé pour aujourd'hui et vous pouvez retrouver Osez investir et Osez entreprendre en podcast sur sudradio.fr et sur les réseaux sociaux. Passez un bon dimanche et à la semaine prochaine 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.